Bonsoir à tous. Donc, au cours de ce meet-up qui va être assez dense, donc je vais essayer d'être concis et clair. On va voir comment tout ce qu'il faut faire pour que vous soyez à l'issue capable de vous lancer pour réaliser vous-même votre installation photovoltaïque si vous êtes intéressé chez vous. Alors, petit disclaimer, je préfère le préciser quand même, comme l'a présenté Nathalie, je ne suis pas un professionnel du photovoltaïque, forcément, juste un passionné qui partage son expérience. Donc forcément, moi je vous présente quelque chose qui est issu de mon expérience, mais il peut y avoir des écarts avec l'état de l'art. Donc n'hésitez pas à vérifier après de votre côté. Hop. Donc au niveau du sommaire, rapidement, donc, dans une première partie, avant de sortir le moindre outil, quoi que ce soit, ou d'acheter quoi que ce soit, on va se poser les bonnes questions pour bien dimensionner votre installation. Et je n'en dis pas plus pour le moment. Ensuite, une partie plus conception, on verra les différentes solutions et matériels du marché, donc plus technique. Une partie dédiée aux batteries, parce que c'est, à mon sens, une partie assez technique et il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Et ensuite, tout ce qu'il faut entreprendre pour vérifier, être conforme légalement parlant au niveau d'Enedis et de la loi. Et pour terminer, ensuite, une partie sur toutes les possibilités de monitoring que vous aurez et d'automatisation domotique est suivie d'une rapide présentation de mon projet à moi et des retours que j'ai pu, des petits tips que je pourrais vous partager sur ce que j'ai vécu. Alors, au niveau du dimensionnement de la conception, donc voilà. Donc, y a l'importance de dimensionner son projet. Alors, vous pouvez très bien passer cette étape, mais je vous conseille quand même de jeter au moins un bref regard. Il faut savoir qu'une centrale solaire, quand vous l'installerez, la plupart du temps, elle sera sous-dimensionnée l'hiver et surdimensionnée l'été. Alors, je m'explique un peu. Du coup, c'est que là, vous avez un graphe avec une production. Donc, c'est issu de ma production personnelle là, sur l'année dernière. Donc, moi, il faut savoir que je suis tout électrique. Et donc, forcément, l'été, vous allez produire, il y aura beaucoup de soleil, vous allez produire beaucoup d'électricité électricité solaire, mais qui ne sera pas forcément valorisée parce que vous n'aurez pas de chauffage, sauf par exemple si vous avez des cas particuliers, genre piscine. Mais à l'inverse, l'hiver, vous avez gros besoin de chauffage, vous n'aurez pas forcément le soleil qui va avec. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte et forcément, c'est de trouver le juste milieu en fonction de vos besoins en électricité, de vos moyens financiers et surtout de la place que vous disposez pour poser vos panneaux. Donc, pour faire ce primo-dimensionnement, alors, soit vous faites comme moi, vous faites grosso modo, mais j'avais découvert ensuite, après, c'est le même principe que quand vous vous abonnez chez Enedis, en gros, la taille de votre logement, votre type de chauffage, vos besoins en eau chaude, votre électroménager, bref, c'est les mêmes questions que votre fournisseur d'électricité vous posera pour déterminer votre puissance d'abonnement, par exemple. Mais en fait, si vous voulez dimensionner votre projet de manière vraiment très précise, j'ai découvert plus tard une application Android qui s'appelle SolarCT, donc qui permet vraiment de tout détailler. Alors, ça prend un peu de temps, clairement, parce que ça va vous demander de détailler tous vos consommateurs d'énergie, leur durée moyenne d'utilisation et tout, mais ça va vraiment vous permettre ensuite d'avoir des projections très précises, quoi. En fonction de la durée d'autonomie avec vos batteries, si vous voulez une autonomie de 3-4 jours. C'est pas obligatoire, mais ça peut être une aide, en tout cas. Au niveau... Alors, attendez. L'autre question, clairement, c'est où vous allez mettre vos panneaux solaires, parce que c'est la première question qu'il faut se poser. C'est donc, selon votre terrain, votre logement, vous n'aurez pas forcément le choix de l'emplacement et de l'orientation, surtout si vous posez sur le toit. Mais l'autre solution, c'est de poser au sol. Alors, moi, c'est la solution que j'ai retenue personnellement, parce que je ne me sentais pas de poser sur le toit, parce qu'il faut savoir qu'ici en Bretagne, on a des toits la plupart du temps très inclinés à 45 degrés. Donc, et ça nécessite forcément des travaux, de démonter une partie de votre couverture pour reprendre la fixation. Donc, c'est plus compliqué. Forcément, l'avantage au sol, vous avez une structure bois à poser, vous n'êtes pas en hauteur. Suivant la taille de votre jardin, l'orientation, vous pouvez vous orienter sud beaucoup plus facilement.
Pareil pour l'inclinaison. Forcément, l'inclinaison de votre toiture, vous n'avez pas trop la possibilité de la changer. Et le gros inconvénient par rapport au toit, c'est que forcément, le toit, vous êtes en hauteur, donc les ombrages, on verra l'impact sur les panneaux, sont assez limités. Au sol, forcément, ça sera plus sujet aux ombrages avec les structures environnantes, quoi. Donc voilà, en gros, en résumé, c'est ce que je dis. Toiture sud, espace limité, vous mettez sur le toit. Et après, si vous êtes en capacité de le faire, si vous êtes un particulier qui n'osait pas trop monter sur le toit et que vous avez un terrain plutôt vaste, vous ne posez pas la question, vous posez au sol. Ensuite, donc là, je vous présente l'impact de l'orientation en fonction de vos habitudes de consommation. Donc clairement, déjà quelque chose à préciser. Si vous n'avez pas de stockage, pas de batterie, il faut savoir que toute l'énergie que vous produisez, elle doit être immédiatement consommée par votre logement, sinon elle est perdue, ou alors réinjectée dans le réseau. Donc, l'idéal, c'est le sud, clairement. Si vous avez votre toiture orientée sud, vous ne posez pas de questions. Après, voilà, le nord, vous comprenez très bien que c'est évité. Forcément, vous allez avoir très peu de soleil direct. Et il y a des alternatives. Après, souvent, quand on a des maisons orientées ouest-ouest, on pose une partie des panneaux côté est et une autre partie côté ouest. Ça permet de lisser sur toute la journée. Alors là, vous le voyez sur le premier graphique en haut. Ils vont volontairement exagérer. Vous n'aurez pas autant d'écart entre une exposition sud et est-ouest. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Vous aurez forcément plus du soleil plus longtemps, à plus de puissance. Et un pic moins haut à midi. Au niveau de l'inclinaison, il faut savoir que l'impact est beaucoup plus faible au niveau de l'inclinaison. Le compromis qui est, en tout cas sur notre latitude dans l'hexagone, c'est 30 degrés. Hein. Ça permet de lisser sur l'année entre l'hiver et l'été. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, c'est mieux d'être à 40 degrés et l'été à 20 degrés, mais il n'y a pas énormément d'impact. Après, l'idéal, c'est ce qui peut exister. On voit aussi un peu en projet do it yourself, mais bon, il faut quand même là, faut avoir envie, c'est de faire un tracker. Donc, c'est vos panneaux qui sont fixés sur un suiveur de axes qui permettent de suivre le soleil au fur et à mesure de la journée. Donc, on voit l'écart. En fait, vous allez monter beaucoup plus vite en puissance le matin et ce sera beaucoup plus linéaire sur la journée, quoi, plutôt que d'avoir une sinusoïde sur une orientation fixe sud. Au niveau de l'impact des saisons, donc je l'ai un peu brièvement exposé au tout début, mais forcément en hiver, le soleil est bas, les journées sont courtes, et en général la météo pas terrible, donc vous produisez moins. Faut savoir ce que j'ai pu vérifier, j'avais vu un peu cette moyenne, alors c'est vraiment des moyennes grosse maille, mais ce que vous pouvez avoir par un temps nuageux. On dit souvent qu'il n'y a pas besoin de soleil pour produire. C'est vrai, mais vous n'allez pas produire grand-chose. En gros, un ciel gris qui est pas très lumineux, c'est 10% de votre puissance crête. Donc, si vous avez 4000 watts de panneau, vous produisez 400 watts. Donc, c'est infime, quoi. Vous produisez pas rien, mais c'est pas terrible. Pareil pour les ombres. J'en parlais aussi un peu au début. C'est à éviter au maximum. Alors, les panneaux, il y a des tolérances parce qu'ils ont des circuits rondondés, des diodes en interne qui permettent de bypasser des portions de panneaux. Mais dès que vous dépassez ces capacités, la production s'effondre à quasi zéro. Et si vous avez, on verra suivant l'architecture que vous avez un peu après, autant ça peut concerner qu'un seul panneau, autant ça peut concerner toute votre chaîne de panneaux. Pour un seul panneau ombragé, vous pouvez perdre toute votre production. Une petite application Android qui est pas mal, que j'ai eu, qui m'a bien servi, celle-là par contre, qui s'appelle Trajectoire du Soleil. Bon, je suis désolé, j'ai pas d'iPhone, donc il y a sûrement les équivalents iPhone, mais je les connais pas. Ça permet d'avoir en fonction du solstice d'été et d'hiver l'orientation en fonction de ça vous place sur une carte Maps classique. Et vous avez le soleil de 6h à 22h, vous voyez là c'est au solstice d'été, au solstice d'hiver en bleu. Et au milieu, c'est à la date actuelle à laquelle vous lancez l'appli. Donc vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai mis des courbes type. Donc là, une journée bien ensoleillée en haut. Et en bas, une journée un peu maussade. Donc voilà. Alors j'ai plus l'échelle, mais c'était pas terrible. C'est un peu pour donner l'idée. Hop, on va passer à l'architecture. Là, c'était un peu vraiment la partie plus théorique. Quoi qu'on a encore un peu de théorie.
Donc, je vais vous présenter très brièvement les types de panneaux. Alors, c'est très bref, c'est vraiment pour avoir une idée, quoi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, il y a deux grosses technologies de panneaux, en tout cas pour les... je ne parle pas des panneaux souples, les panneaux durs qui sont résidentiels. Donc, il y a deux grandes familles qu'on appelle P-Type et N-Type. Donc, qui sont tous les deux à base de silicium. Hein. C'est juste la composition après. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a un qui est... je crois que c'est le P-Type qui est dopé au bord et l'autre au phosphore. Donc, il y en a. Donc, le N, c'est celui qui est devenu le standard aujourd'hui, hein, qui est plus performant que le P. Mais s'il faut retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est que le standard, c'est ce qui est marqué en bas, là, TOPCon, PERC et IBC. C'est ceux que vous allez rencontrer la plupart du temps. Honnêtement, après, il y a très peu d'écart. Vous voyez les rendements théoriques, vous aurez très peu d'écart entre tous ces panneaux. Alors, il y a des panneaux à base de perovskite qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui promettent des rendements beaucoup plus élevés. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore commercialisé. C'est toujours en phase de test. Hop. Alors après, les panneaux, il y a eu pas mal de petits add-ons qui sont greffés sur ces... Alors, mon PC rame un peu. Okay. Il y a eu pas mal de petits add-ons qui se sont greffés sur les panneaux, donc, mais en gros, la majorité des panneaux, aujourd'hui, ça va combiner tout ce qui est demi-cellules, donc ça permet de résister mieux à l'ombrage, en perdant moins de cellules, justement. Après, les multibus bars, bon, ça, c'est juste pour la meilleure conduction et moins de pertes électriques. Bifacial, ça va être... vous allez profiter de la réverbération à l'arrière du panneau. Donc, bon, si vous voulez monter sur un toit, c'est 0. C'est plus valable si c'est au sol. Et voilà, après, je ne vais pas m'étendre sur le reste. Alors, au niveau du montage, donc, faut savoir que vous avez des fixations et des rails adaptés en fonction de votre couverture. Donc, si vous avez de l'ardoise, tuiles, bac acier, la fixation entre vos rails et votre toiture diffère un peu. Donc, il faut prendre la bonne fixation. Si vous êtes sur une structure au sol, bah là, après, vous avez le choix. Tous les types de fixation s'adaptent à peu près de la même manière. Là, on parle plus sur un montage toit. Donc, ces fixations, après, viennent fixer, comme on voit sur la photo du dessus, des rails. Donc, il y en a deux, un pour le haut, un pour le bas. Et pour chaque panneau, vous avez des entretoises qui permettent de prendre en sandwich le panneau entre le rail et le... Et ouais, ça prend en sandwich le panneau entre l'entretoise et le rail. C'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas de fixation, c'est pas vissé. Enfin, l'entretoise serre le panneau sur le rail. Et c'est comme ça que ça tient. L'avantage de ces entretoises, c'est que ça permet de mettre à la terre tous vos panneaux directement via le rail, en fait. Comme ça, vous n'avez qu'un seul fil de terre à passer et pas à reprendre la terre entre chaque panneau. Au niveau des onduleurs, alors, il y a deux grandes familles. Donc, vous avez les micro-onduleurs. Avant de parler des familles, je vais quand même expliquer un peu le but de l'onduleur. C'est la partie qui va convertir l'énergie qui sort de vos panneaux. Il faut savoir que l'électricité qui sort de vos panneaux, elle est en courant continu, et donc avec une tension spécifique qui varie entre 30 et 50 volts. Et donc, forcément, il faut la convertir pour que ça sorte avec une tension sinusoïdale 50 Hz, 230 volts, comme vous avez qui arrive chez vous en temps normal, quoi. Et qui sera exploitable par votre installation électrique. Alors, il existe aussi des onduleurs triphasés, mais j'en parle pas. Hein. C'est spécifique. Donc, comme je disais, il y a trois familles. Donc, les micro-onduleurs. Alors, les micro-onduleurs, c'est le plus simple. C'est des petits boîtiers qui font à peu près... c'est du 20 par 20 à peu près, 20 cm par 20 cm. Ça gère les panneaux individuellement ou par deux. On sort directement en courant alternatif, directement, vu que c'est en général, c'est directement derrière le panneau que c'est fixé, on sort directement en alternatif. Ça gère les panneaux individuellement ou par deux. Donc, l'avantage, c'est que ça permet du coup, vu que ça les gère un ou par deux, si vous avez un panneau à l'ombre, c'est qu'il y en a qu'un qui est impacté potentiellement.
Le désavantage de ces micro-onduleurs, c'est que vous n'avez pas de possibilité de stockage, sauf des solutions spécifiques qui commencent à arriver chez nous, mais c'est pas encore clair au niveau de l'homologation française. Enfin, c'est un peu niche, quoi. Mais globalement, vous ne pouvez pas stocker avec c'est uniquement pour l'autoconsommation en direct. Et après, vous avez la famille des onduleurs centraux, où là, eux, ils vont gérer 10-20 panneaux. Alors, vous pouvez les mettre en série si vraiment vous avez beaucoup de panneaux, mais en général, sur des installations domestiques classiques, vous en aurez un pour toute votre collection de panneaux. Et vous avez 2 sous-familles dans ces onduleurs, les hybrides et les onduleurs réseau. Alors, les hybrides, oui, ça, les hybrides, c'est un peu plus flex, mais à l'origine, ils sont conçus pour des installations hors réseau. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé vous raccorder au réseau EDF avec. Si vous le faites, la conformité sera complexe, voire potentiellement impossible avec les nouvelles normes. Alors, je ne sais pas, moi j'ai fait ça avant, donc je ne peux pas. On en reparlera après. C'est pas capable d'injecter sur le réseau, vu que c'est prévu pour leur réseau. Et par contre, vous êtes obligé, pour la plupart, d'avoir une batterie pour que ça fonctionne. Et les onduleurs réseau, eux, ils vont être capables de se raccorder au réseau EDF. Ils vont être capables d'injecter le surplus que vous aurez de vos panneaux directement sur le réseau. En natif, il n'y a pas de batterie, ou alors il faut des modules spéciaux d'îlotage qu'on va voir après. Donc c'est plus complexe à mettre une batterie sur les onduleurs réseau. Mais au moins, c'est aux normes facilement. Hop, on passe à la suite. Donc, au niveau des autres caractéristiques des onduleurs qu'il faut retenir, donc, en général, ils sont définis par leur puissance. Je vais pas m'étaler dessus parce que c'est pas. Il y a des différences, en fait. Il y a des différences selon ce qui est annoncé, surtout pour les hybrides. Donc, moi, je vais vous parler des hybrides parce que c'est ce que j'ai installé chez moi. C'est la puissance max qui va être capable d'encaisser avant de couper complètement. Par exemple, alors moi, dans mon cas, j'ai un onduleur 8000 watts. Donc, si chez moi, même si j'ai un abonnement 12 000, ce qui n'est pas le cas, mais si j'avais un abonnement 12 000 watts, mais que j'ai 9 000 watts de consommé, mon onduleur va se mettre en sécurité et je vais perdre mon électricité. Ce qui ne va pas être le cas avec des onduleurs réseau ou des micro-onduleurs qui, eux, vont brider la production des panneaux via un écrêtage, en fait, ce qu'on appelle. Et il n'y aura pas de coupure. Après, les autres caractéristiques, c'est le nombre d'entrées de panneaux que vous aurez dessus. Hop, non, c'est bon, je croyais que j'avais changé de slide. C'est moi. Le nombre d'entrées de panneaux que vous aurez dessus. Ça permet d'avoir des orientations différentes. Les tensions de démarrage, donc ça, c'est concernant les onduleurs centraux uniquement. Faut savoir que du coup, sur un onduleur central, si vous mettez qu'un panneau, en général, ça ne va pas fonctionner parce qu'ils ont une tension de démarrage minimum qui est aux alentours, je prends mon exemple, c'est 90 volts, je crois. En dessous de 90 volts, il ne démarre pas. Et en général, un panneau, ça produit 50 volts à vide. Mais il y a également une limite haute, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre 100 panneaux sur un seul onduleur, c'est qu'il y a une tension maximum d'entrée également par... Après, vous avez d'autres caractéristiques. Bon, vous lisez, il n'y a pas... Il y a rien, on y reviendra plus tard. Alors, un petit rappel rapide sur les types de montage. Donc ça, c'est pour expliquer, en général, vous mettez vos panneaux en série. Mais, je vais vous le présenter au travers d'un exemple, ce sera beaucoup plus parlant. Je veux acheter des panneaux de 500 watts, je vais installer dans l'exemple là 6000 watts de panneaux, 6 kW crête, donc ça fait 12 panneaux. On va prendre pour hypothèse que mon panneau de 500 watts, il est à 50 volts à vide et il a une intensité max de 10 ampères à sa production maximale. Donc, et votre onduleur central, il a une tension d'entrée maximale de 450 volts et une tension de démarrage de 90 volts. Et une intensité max également de 35 ampères au maximum.
Donc, si vous en mettez 12 en série, si vous les chaînez les uns après les autres, bah là, vous arrivez au-dessus de la tension maximum d'entrée. Donc là, vous cramez votre onduleur. Donc, pas bon. Et si vous en mettez, si vous mettez les 12 en dérivation, comme c'est avec le bleu et le rouge, et ben là, vous n'avez pas cette tension, parce que du coup, si vous les mettez en dérivation, c'est les intensités qui s'ajoutent et pas les tensions. Donc là, vous avez trop d'intensité et en plus, ça ne démarre pas, quoi. Donc la solution, ce qui est fait en général, c'est qu'on sépare en 2 rangées de 6 panneaux, dans cet exemple-là. Donc comme ça, vous en avez 6 en série, vous avez 300 volts, vous êtes parfaitement dans la tranche, et vous faites 2 fois 10 ampères, 20 ampères au maximum. Voilà, il faut savoir, là j'ai marqué en bas raccordement RC4, c'était un petit détail parce que il y a un câblage particulier pour les panneaux, c'est ce qu'on appelle des prises RC4. En fait, c'est des prises qui sont montées, quand vous les clipsez, vous ne pouvez pas les démonter ensuite sans outil. Ça permet d'éviter de faire un arc électrique en essayant de les débrancher. Alors, donc on voit maintenant les architectures proprement dit. Donc, un raccordement d'un onduleur réseau. Donc, ça concerne les micro-onduleurs et les onduleurs réseau. Donc, il faut savoir qu'ils sont connectés comme des consommateurs standards. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, votre onduleur, il est relié directement sur un disjoncteur de votre tableau électrique, en fait. Il envoie son courant sur un disjoncteur de votre tableau. Et parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans votre tableau électrique, le courant il peut très bien circuler dans un sens, c'est-à-dire consommation, mais aussi bien dans le sens injection, c'est-à-dire vous pouvez envoyer du courant dans votre tableau. Et quand vous envoyez du courant dans votre tableau, après l'électricité prend le chemin le plus court, donc vous prenez vous autoconsommez directement avec votre installation électrique sur place, ou si vous ne consommez rien, c'est injecté dans le réseau via votre compteur. Et potentiellement de la revente dans certains cas. Dans le cas des onduleurs hybrides, c'est un peu particulier. Et ça, j'aurais bien aimé le savoir au début, parce que je m'étais posé la question, quand j'ai voulu, parce que c'est ce que j'ai installé chez moi. Non, un onduleur hybride, il n'est pas raccordé en tant que consommateur, il est en coupure, en fait. Il vient entre le réseau et entre votre compteur. Pourquoi? Comme je disais, c'est prévu à l'origine pour c'est prévu pour du hors réseau. Donc, en fait, vous n'avez pas la partie réseau électrique. En fait, vous avez vos panneaux qui sont branchés à votre onduleur, votre parc de batterie également, et ensuite, c'est lui qui gère en fonction pour alimenter votre tableau, votre maison, via ce qu'on voit différentiel en haut. Vous pouvez également mettre une source auxiliaire d'énergie, un groupe électrogène ou le réseau. Ça se fait beaucoup dans notre pays, mais en France, ça pose problème dans un sens parce que en fait, je vais refaire le parallèle pour que vous puissiez bien comprendre avec les onduleurs réseau. Un onduleur réseau, il a une détection du courant électrique. Donc, je reviens sur la diapo d'avant. Si je perds l'énergie qui vient des Enedis, votre onduleur, il se coupe. Il se met en sécurité. Et même si c'est grand soleil, vous ne produisez plus rien s'il y a une coupure d'Enedis. Donc, vous ne pouvez pas être autonome avec sans batterie, si vous avez une coupure d'électricité et même s'il y a du soleil. Les gens ne savent pas en général. Ce que vous pouvez faire avec un onduleur hybride. Mais du coup, il y a un risque, même s'ils ne sont pas capables d'injecter, qu'il y ait un retour de courant dans le réseau. Et c'est pour ça que ça pose un peu problème au niveau de la conformité. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura des questions sur... En tout cas, gardez-les pour la fin, mais on en reparlera de cette architecture. Donc, je vais parler des batteries maintenant. Alors, le stockage. Donc, très rapidement, la chimie et les caractéristiques des batteries.
Donc, il y a plusieurs chimies qu'on retrouve sur le marché. Bon, plomb, vous connaissez tous, c'est celle que vous avez dans vos voitures. Ça existe aussi en résidentiel, mais forcément, c'est ultra lourd et énorme. Ça se fait plus trop. Et les chimies qu'on retrouve le plus maintenant, ça va être du lithium-ion et du sodium-ion. Alors, le sodium, on n'en retrouve pas trop encore, mais ça commence à venir sur le marché, c'est un peu émergent. Donc, forcément, c'est moins rare que le lithium, donc c'est pour ça, mais il y a moins de densité énergétique. Mais ce qu'on retrouve clairement le plus à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le LFP, le lithium fer phosphate. Donc là, c'est l'exemple que je prends après. Donc, par cellule, vous avez des tensions qui sont toujours les mêmes de 3,2 volts. Alors, je parle de résistance interne, il faut qu'elle soit le plus faible possible. On va voir pourquoi après. Et après, vous avez toutes les capacités possibles sur le marché qui fera l'autonomie de votre batterie, forcément. Il y a également des courants de décharge et de charge qu'on exprime en C. Donc, c'est clairement la capacité. Et la qualité de la batterie, selon comment elle a été stockée chez le fabricant et comment dire, et sa capacité annoncée théorique, quoi. Donc, il faut savoir, il y a beaucoup de marketing là-dessus. Ils vont tous vous vendre des batteries de grade A, mais faut bien trier, quoi. Et également, le nombre de cycles qu'elle est capable de faire. Donc, alors souvent, c'est entre 6000 et 10 000 cycles. Alors là, je marque lié au DOD. C'est le DOD, c'est le depth of discharge, c'est la profondeur de décharge. C'est un peu que... En général, les constructeurs, ils prennent une profondeur de décharge de 80%, 70-80%. Il faut savoir, si vous déchargez de 0 à 100 tout le temps votre batterie, elle fera certainement pas le nombre de cycles annoncé par le fabricant. Alors, sur le côté, là, j'ai montré la courbe de décharge et de charge d'une batterie lithium fer phosphate. Ça a son importance. Il faut savoir que sur le début de la courbe de charge, elle va vachement varier en tension et il y aura très peu d'énergie. Et après, elle va rester très stable jusqu'à quasiment 98%, où là, la tension va s'élever d'un coup. Ça va avoir son importance après. Donc, au niveau des modèles de batterie, donc si je vous ai présenté un peu les caractéristiques, c'est que vous comprenez bien qu'on va se diriger. Je vais vous présenter les batteries que vous pouvez monter vous-même. Donc, vous avez des solutions également clés en main. Les plus connus, les marques les plus connues comme Pylontech que je présente là, c'est des solutions avec un BMS intégré. Donc, les BMS, c'est ce qui va c'est Battery Management System, c'est ce qui va permettre de surveiller votre batterie pour pas qu'elle soit défaillante. Donc là, clairement, c'est quasiment plug and play. Là, en plus, vous avez une communication directe avec l'onduleur, mais forcément, c'est plus cher à l'achat. Là, ce modèle-là, pour 4,8 kWh, on est sur environ 1000 € de mémoire à l'heure actuelle. Donc, si c'est une batterie que vous montez vous-même, alors quand je dis montez vous-même, vous achetez, là, on le voit, là, on a combien d'éléments? Je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez 16 éléments. Donc, vous achetez les éléments à l'unité, et après, vous l'assemblez. Vous avez des barres de laiton qui sont assemblées avec tout est fourni en général, et vous la raccordez directement. L'avantage, c'est que c'est plus de 2 fois moins cher, clairement. Et vous pouvez avoir beaucoup plus de capacité. J'ai pris l'exemple, j'ai regardé par curiosité il n'y a pas longtemps, du 32 kWh, vous en avez pour 2 520 € sans le BMS. Ce qui revient, si je reviens, donc si on aligne, si on fait un produit en croix avec du 4,8 kWh, on revient à 400 €. Mais le désavantage, c'est que ça nécessite d'être monté et paramétré parce que forcément, ça ne communique pas nativement avec votre onduleur et qu'il n'y a pas de BMS et qu'il va falloir tout paramétrer, tout ça. Mais ça vaut le coup, franchement. Donc, c'est pour ça que je détaille un peu l'assemblage des cellules. Donc, en général, sur du résidentiel, sur des onduleurs hybrides résidentiels, on va être sur du 48 volts. Donc, vu que c'est des cellules de 3,2 volts, vous allez les mettre en série jusqu'à avoir 48 volts. Les onduleurs hybrides ont une tolérance ils sont assez tolérants. Donc, vous pouvez mettre plus de 15 cellules. Donc, vous pouvez monter à 16, 17, 18 même, ce qui vous permet d'avoir plus de tension. Et donc, forcément, vous allez pouvoir décharger moins profond vos batteries et les préserver, quoi.
Ben voilà, tout simplement. Après, là, j'ai mis des diagrammes d'assemblage, mais c'est tout con, hein. Le plus avec le moins de la batterie suivante, et c'est en série, et après, vous additionnez vos tensions. C'est clairement ça. Il y a des cas particuliers, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Honnêtement, vous avez possibilité de faire du parallèle et tout, mais c'est vraiment pour des très grosses batteries où ça va être utilisé. Au niveau des BMS, donc bah, les BMS modernes, alors ça va cumuler plusieurs rôles, souvent des rôles de connectivité, d'autres fonctions, mais clairement la fonction première et unique d'un BMS, c'est une fonction de sécurité et de surveillance de votre pack de cellules de batterie. Ça va surveiller individuellement les tensions de chaque cellule, la température de votre batterie et les limites, qu'il n'y ait pas trop de courant de charge et de décharge, que vous ne déchargez pas trop d'un coup pour préserver vos cellules. Pour quelle raison? C'est que dans le cas du lithium fer phosphate, c'est en dessous de 2,5 volts et au-dessus de 3,65 volts, vos cellules commencent à se dégrader très rapidement. J'ai marqué destruction de cellules, mais bon, c'est pas instantané, mais c'est pas très long. Donc voilà, en général, on utilise des valeurs assez conservatrices pour ne pas arriver à ces plafonds. Vu comme je vous l'ai dit, dans la courbe de charge-décharge, il y a très peu d'énergie à aller chercher en fin de charge et en début de charge. Donc volontairement, on reste sur du 90%, maximum 80-90%. Après, tout dépend. Donc il y a plusieurs marques. Après, moi j'ai installé du Dali, c'est ce qu'on voit en rouge en bas. Je ne le recommande pas. Si je devais le refaire, je partirais plutôt sur celui que j'ai présenté plus haut, JKBMS. Mais après, il y a plein de marques, d'autres marques. Alors là, j'ai mis un petit lien en commentaire. Donc, c'est un site en anglais qui a une très bonne chaîne YouTube où il compare tout plein de choses, des batteries, des BMS, mais vraiment très bien. Il présente ça très bien. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Et donc, un BMS, forcément, pour surveiller ça, vous avez un fil qui part du BMS vers chaque cellule. Donc, c'est pour ça ce qu'on voyait. Je vais le remettre un peu avant. Vous avez des fils qui partent un peu partout là, mais en fait, c'est juste pour le BMS. C'est juste de la surveillance. Donc, autre particularité, je vous ai dit que c'était un peu technique les batteries. Ça n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est passionnant. Particularité des cellules lithium fer phosphate, c'est que forcément, elles sortent d'usine, mais elles ne sont jamais strictement identiques entre elles. Notamment, à cause de leur résistance interne, forcément, par conception, il y a toujours, elles ne seront jamais parfaitement identiques. Donc, même une cellule parfaitement équilibrée va avoir tendance à se déséquilibrer avec le temps. Avec aussi la qualité de vos connexions entre vos cellules, parce que forcément, c'est serré à la main. Enfin, serré à la main, il y a forcément une résistance avec les connexions en laiton. Et donc, j'explique en quoi c'est problématique, ce déséquilibre. C'est que, vous voyez sur le schéma d'en dessous, quand ça commence à se déséquilibrer, votre BMS, lui, il surveille, il va couper dès que vous arrivez dès qu'il y a une cellule qui arrive par exemple, au maximum 3,65 volts. Et donc, vu que votre charge, ça ne charge pas des cellules individuellement, ça charge tout votre pack de batterie, dès qu'on atteint une cellule haute, comme sur le troisième là, on arrête la charge. Donc, ça veut dire que les cellules qui sont déséquilibrées, elles ne sont pas chargées. Pareil à la décharge, la première qui atteint 2,5 volts, paf, on coupe. Et s'il y en a d'autres qui sont plus chargées, on ne prend pas cette énergie. C'est pour ça qu'il faut que la plupart du temps, elle soit le plus équilibrée possible pour que vous ayez toute la capacité disponible. Alors pour ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions secondaires des BMS. Il y a des BMS qui ont des équilibrages passifs ou actifs. Alors passif, donc là, c'est moins efficace en général. Sur des gros packs batterie, c'est même totalement inefficace, on peut dire. L'équilibrage actif, c'est avec des boîtiers additionnels. Comme on voit là, c'est des petits boîtiers qui vont prendre du courant d'une cellule qui va être trop chargée et la réinjecter dans une cellule qui sera moins chargée. Vous allez voir des notions de top balancing et bottom balancing aussi.
Alors, je sais que ça fait beaucoup de notions, hein, mais c'est plein de trucs que vous pourrez voir plus en détail plus tard. En général, on n'est que sur du top balancing de nos jours avec ce qui se fait. Ça veut dire que, en fait, on va attendre la fin de charge et la fin de charge pour commencer à équilibrer. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous équilibrez en milieu de charge, comme on l'a vu sur la courbe, il y a très peu d'écart de tension. Donc, vous n'allez rien équilibrer du tout. En fait. Il faut attendre qu'il y ait un gros écart de tension, donc forcément en fin de charge, où là, l'équilibre va s'amplifier, le déséquilibre va s'amplifier, et c'est là où vous allez pouvoir rééquilibrer aussi. Donc voilà, en gros, là, on tolère un écart de 50 millivolts, mais après, avec les boîtiers de maintenant, vous pouvez presque être au millivolt. Hop, 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 hop. Donc voilà, après là, je fais un récap des paramètres. Bon, je vais pas non plus, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vois qu'il est déjà 38 quand même. Il y a que des choses plus intéressantes à parler. Voilà, en gros, c'est vraiment là, j'ai mis les paramètres grand max qu'il ne faut pas dépasser sur des batteries standards de type LFP. Quoi. C'est les paramètres moi, que j'utilise sur mon BMS. Ils ne sont pas conservateurs du tout. Là, on est vraiment au maximum. Vous pouvez les réduire pour préserver votre batterie et faire plus de cycles. Les solutions qui existent également, alors là, on sort du cadre un peu des batteries. Il y a des possibilités de stockage alternatifs si vous ne souhaitez pas investir dans une batterie. Eh bien, dans quoi vous pouvez stocker votre électricité que vous ne consommez pas? Eh bien, dans votre chauffe-eau. Vous chauffez de l'eau, en gros. C'est exactement ça. Et pour ça, il existe des petits appareils qu'on appelle des routeurs solaires. Ça permet d'optimiser votre autoconsommation. Alors, ça s'applique surtout sur sur les onduleurs réseau ou des micro-onduleurs. En gros, ça se base sur... ça fait une mesure d'injection sur le réseau. Et donc, dès que vous injectez, et bien plutôt que d'injecter sur le réseau, ça va récupérer cette injection et ça va plutôt la rediriger vers tout ce qui est appareil résistif. Alors, le plus souvent, ça va être un chauffe-eau, mais on peut faire aussi un chauffage. Mais il faut que ce soit un appareil résistif. Par exemple, vu que ça va fluctuer en fonction de votre injection, vous pouvez très bien envoyer 1000 watts comme 3000 watts. Quoi. Donc, vous ne pouvez pas alimenter un appareil qui a besoin d'une tension, d'une puissance constante. Quoi. Mais avec un chauffe-eau, c'est très bien. Il existe aussi pour les onduleurs hybrides des projets qui permettent de mesurer au niveau de la batterie et de renvoyer sur des chauffe-eau. Alors, c'est très confidentiel. Ça a l'air pas mal, honnêtement. J'ai voulu faire ça, mais bon, du coup, on est vraiment sur de do it yourself parce que j'ai vu 2 vendeurs qui vendaient ça sur... alors, il y a une chaîne YouTube, il y a un Discord, et puis il y a 2 vendeurs qui vendent les circuits, mais en gros, c'est à vous de tout faire. Hein. Il faut programmer ensuite les proms, assembler votre circuit et tout. Mais ça avait l'air pas mal. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien. Voilà pour tout ce qui est technique. Bon, j'espère que vous n'êtes pas mort. On continue. Au niveau réglementation. Donc, on va passer à tout ce qui est administratif que vous devez faire quand vous devez installer vos panneaux solaires. Donc, forcément, il y a l'urbanisme, comme ça va être une construction classique. Donc, si vous installez sur le toit, il faudra déclarer. Au sol, non, dans certains cas seulement. Au sol, si ça ne dépasse pas 1,80 m de hauteur, et si vous n'êtes pas dans le périmètre des bâtiments de France, vous n'avez pas besoin de déclarer au niveau de l'urbanisme. Mais c'est la seule exception. Je vous conseille également de déclarer à votre assurance que vous avez installé des panneaux, parce que vous verrez que j'ai été concerné, j'étais bien content de les avoir déclarés. Surtout qu'il y a très peu de surprimes en général. Moi, c'était je crois qu'il y avait une surprime de 1 € par mois. Et on attaque le vif du sujet, Enedis et le consuel. Alors, Enedis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est moi. Pardon. Enedis. Alors, il faut savoir que Enedis, quand vous êtes particulier, n'autorise pas que vous injectiez. Alors, attendez, parce que j'essaie de ne pas me tromper, parce qu'il y a tellement de subtilités que. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est ce que j'ai écrit.
il y a deux possibilités. Soit vous avez une CACSI. Donc ça, c'est si vous êtes un particulier qui avait installé vous-même votre installation. Donc vous n'avez pas le droit d'injecter sur le réseau. Si vous souscrivez ensuite une CAE, alors c'est ce que ça veut dire déjà, ouais, contrat de raccordement d'accès et d'exploitation, vous avez le droit d'injecter, mais en gros, si vous êtes un particulier, bah, vous ne pouvez pas valoriser. C'est vous injecter gratuitement en fait, dans le réseau. Vous ne serez pas payé pour votre injection. Et en plus, vous avez 40 € à payer par an. C'est qu'est-ce que ça veut dire la TURP? C'est pour l'utilisation du réseau public d'électricité. Il n'y a que si vous avez fait installer votre installation par un professionnel qui est certifié RGE, ou vous pourrez souscrire un contrat de rachat d'électricité par EDF, qui aujourd'hui est plus du tout intéressant. C'est passé cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, à 4 centimes d'euros par kilowattheure pour des installations de jusqu'à 9 kWh de panneaux. 9 kW crête de panneaux, pardon. Si vous êtes, par contre, il y a d'autres alternatives. Si vous pouvez injecter si vous avez un contrat avec du stockage virtuel. Alors, c'est un peu particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail clairement. Mais en gros, c'est un peu comme une cagnotte. Vous injectez et vous avez un contrat avec un fournisseur j'allais dire d'accès, un fournisseur d'électricité qui comptabilise ce que vous injectez et vous pourrez le récupérer. Alors, c'est bien si vous injectez beaucoup. Sinon, ce n'est pas intéressant non plus. Il faut faire le calcul, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, en gros, si vous êtes particulier, la plupart du temps, vous devez faire une CACSI. Et le consuel. Ah oui, c'est vrai que je peux parler du consuel. Donc, le consuel, vous avez deux types de conformité. Donc, selon si vous avez avec ou sans batterie. Le seul cas où vous n'avez pas besoin de consuel, c'est si vous achetez des panneaux photovoltaïques plug and play que vous branchez directement sur une prise. Et encore, il me semble que c'était sur le point de changer. Ça, je sais qu'il y avait une petite levée de bouclier là-dessus, mais bon, ça évolue tellement vite en ce moment, la réglementation, à vérifier. Donc voilà. Donc au niveau du consuel, ce qu'il va vérifier, la mise à la terre. Clairement, il va vérifier que l'ensemble de vos panneaux est mis à la terre, votre onduleur est à la terre, et que ce ne soit pas une terre séparée, il faut que ce soit la même terre. Que vous avez des sectionneurs DC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sectionneur DC? Donc, c'est un dispositif de coupure, un peu comme un disjoncteur, mais qui est entre vos panneaux solaires et votre onduleur photovoltaïque. Avec des parafoudres, la plupart du temps. Il va également vérifier la section de vos câbles. Donc, alors, la section de vos câbles, elle dépend clairement de si vos panneaux ils sont éloignés de votre maison. Forcément, il faudra plus de sections de câbles. Je ne rentre pas dans les détails non plus parce que de chute de tension et tout, parce que sinon, on en a pour je ne sais pas combien de temps. Beaucoup d'affichage réglementaire. Vous aurez plein d'autocollants à coller pour prévenir que c'est dangereux. Forcément des disjoncteurs différentiels de 30 milli à mettre entre l'arrivée EDF et votre onduleur. Dans le cas des onduleurs hybrides, c'est pour ça que je parlais un peu que c'était un peu compliqué d'avoir de la conformité. Il faut qu'il y ait un dispositif de découplage. Ce qui existe, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En fait, il ne faut pas qu'il puisse avoir la possibilité d'injecter du courant quand le réseau EDF est coupé. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une détection, qu'il y ait une coupure du réseau EDF et qu'il se mette et qu'il coupe lui aussi le réseau EDF. C'est clairement un relais automatique. Le problème, c'est que c'est pas évident à trouver, surtout ceux qui sont aux normes et qui seront acceptés par le consuel. Bon, après, si vous avez des questions, on en parlera un peu plus tard. Voilà. Après, si vous avez des batteries, pareil, il faut un sectionneur entre la batterie et un fusible entre la batterie et votre onduleur, un coffret où elle sera stockée et un affichage spécifique. Donc, tout ça, là, je suis très surfacique, clairement. Tout ça, c'est dans les normes NFC 1500 et il y a un guide qui détaille plus en détail tout ce qu'il faut faire.
Au niveau des risques, des dangers, bon, il y a très peu de dangers. Clairement, le plus gros danger, c'est les causes des batteries. C'est pour ça qu'il faut les isoler, quoi. Les laissez pas à nu parce que... alors, je vais passer parce que je vois l'heure qui tourne un peu pour passer pour une partie un peu plus intéressante. Donc, c'est le suivi, consommation et intégration domotique. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des applications constructeurs qui sont fournies avec vos onduleurs, vos BMS. Alors, l'avantage, c'est que c'est clé en main. Mais c'est que vous ne maîtrisez pas vos données parce que souvent, c'est des solutions cloud. Et les rafraîchissements sont pas terribles. Moi, je sais que dans mon cas, c'était hébergé en Chine sûrement. Et avec un rafraîchissement toutes les 5 minutes, donc clairement pas du temps réel. Après, c'était éclaté en plein d'applications séparées. Et puis, pas de possibilité d'export. Les graphiques n'étaient pas terribles. Et moi, ce que j'ai retrouvé après, c'est il existe des applications tierces qui permettent de... Alors là, je prends l'exemple de Solar Assistant, qui fonctionne avec pas mal d'onduleurs hybrides. Qui est hébergé chez vous sur un petit Raspberry. Là, on a clairement du temps réel. Vous maîtrisez la donnée parce que potentiellement, vous ne sortez rien. Tout est en interne chez vous. Et vous interconnectez votre batterie. Vous avez tout en temps réel. Et tous les graphiques que vous avez vus sont issus de ce logiciel. Là, vous avez clairement du temps réel. Donc, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, non, ouais, donc, après, et l'avantage, c'est que avec cette application, vous avez des possibilités d'intégration domotique de votre installation photovoltaïque. Donc, quand je parle du MQTT, c'est un protocole. Hein, ça permet de reporter toutes les infos batterie, tension, production solaire vers vos solutions domotiques que vous pouvez avoir, que ce soit JDOM, Home Assistant, Domotix, etc. Moi, pareil, je prends l'exemple, je l'ai intégré avec Domotix, c'est ce que j'utilise chez moi. Par exemple, quand j'ai plus de courant secteur ou que mon BMS se coupe, ça m'envoie un SMS sur mon téléphone, quoi. Donc, c'est un exemple. Hein. Il y a les possibilités sont infinies, hein, comme vous le savez peut-être en domotique. Voilà. Après, ça permet directement de piloter Solar Assistant l'onduleur également, et donc de gérer les priorités de charge. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, après, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis quelques liens que je vous partagerai qui permettent de rentrer beaucoup plus dans les détails. Puisque moi, sur mon onduleur, il y avait des personnes qui modifiaient les firmware directement parce qu'il y avait quelques bugs à corriger. C'est intéressant, faut pas avoir peur après, mais bon, je rentre pas dans les détails. Et je vais présenter un peu le retour d'expérience. Je suis désolé, je passe vite parce que je vois qu'il est déjà 50. Retour d'expérience, voilà, clairement. Voilà ce que moi, ça m'a coûté en 2022. Là, c'est issu vraiment de ma propre install. J'en ai eu pour 6005 en tout. Donc, avec mes panneaux, ma batterie, la structure en bois que j'ai faite, le BMS, l'équilibreur actif, tout ce qui est câblage, voilà. Donc là, je suis sur un retour de 10-15 ans à peu près. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous faites vous-même, les prix sont encore bien tombés. Vous êtes carrément moins cher. Là j'ai sorti ça la semaine dernière, je crois. Et vous voyez, par exemple, la batterie. Franchement, à refaire aujourd'hui, je foncerai sans hésiter. Hein. Je ne dis pas ça pour que vous vous équipiez, mais c'est vraiment très intéressant. Là, vous êtes sur une rentabilité de 7-10 ans. Si vous le faites faire par un pro, vous êtes sur 15-20 ans, il faut le savoir. Hein. Donc, après, forcément, les retours sur investissement, c'est très dépendant du coût de l'énergie et de l'électricité. Si l'électricité monte, forcément, le retour sur investissement va être plus long, va être plus court. Dans mon cas, sur 3 ans, là, j'ai clairement divisé ma facture par 2. Je suis en 50% d'autoconsommation si je lise sur l'année. Et après, au-delà du coût et de la rentabilité pure et dure, c'est que vous avez la possibilité d'être autonome électriquement. Là, moi, j'ai une petite piscine hors sol l'été. Quand il y a du soleil, tout est pris sur les panneaux. Ça me coûte 0 donc, pour la chauffer. Donc, c'est quand même intéressant. Donc voilà, quelques petites photos de mon install. Alors voilà, je vous parlais de l'assurance. Ça, c'est Ciaran, la première photo.
Voilà, donc au début, j'avais voulu économiser 700 balles. J'avais pas mis de rail. J'avais fixé directement mes panneaux vissés sur ma structure bois. Bon, on voit ce que ça a donné. Donc, je vous conseille fortement de mettre des rails, même si vous mettez sur une structure au sol. Coup de chance, même si ça paraît impressionnant, les panneaux n'ont rien eu. Ou alors, du moins, je ne le sais pas, il y a peut-être quelques cellules qui sont défaillantes, mais au niveau production, ça ne se ressent pas. Sur les courbes que j'avais avant et après Sierra. Donc là, vous avez la tête de mon onduleur hybride, avec une photo de ma batterie en dessous.